Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, des militants, journalistes et opposants du monde entier ont été espionnés grâce à un logiciel appelé Pegasus, élaboré par l'entreprise israélienne NSO Group. C'est ce qu'affirme une enquête publiée par de nombreux médias internationaux. Parmi les pays cités, le Maroc, le Togo et le Rwanda. Les détails dès le début de ce journal. Reprise du procès de Jacob Zuma, un procès pour une autre affaire que celle qui avait conduit à son incarcération. Cet événement a été, vous vous souvenez, détonateur des émeutes qui ont endeuillé le pays et fait 215 morts. Et pour ne pas attiser les violences, l'audience était en vidéoconférence. Les détails à suivre. Et nous irons en Tunisie où les habitants s'apprêtent à célébrer la plus grande fête du calendrier musulman. L'Aïd, cette année, a néanmoins un goût amer à cause de la flambée des cas de contamination. Reportage à Ariana dans cette édition. On ouvre ce journal par cette affaire Pegasus, du nom du logiciel qui a servi à espionner des militants, journalistes et opposants du monde entier. Le logiciel a été élaboré par une entreprise israélienne, NSO Group, et les révélations sont publiées par de nombreux médias internationaux grâce à un travail de consortium de journalistes Forbidden Stories créé en France en 2015 et qui travaille dans le monde entier et qui est à l'origine d'autres révélations avec le soutien entre autres d'Amnesty International. Donc d'après ces articles, une dizaine d'États ont utilisé ce logiciel, dont 7 pays africains. On en parle avec Nicolas Germain. Nicolas, merci d'être avec nous. Les pays africains qui auraient le plus utilisé ce logiciel, ce serait le Maroc. Ça serait le Maroc, même si le Maroc dément fermement, mais les journaux comme Le Monde et le Washington Post, eux, disent qu'ils peuvent confirmer l'authenticité des données. En fait, ce logiciel, officiellement, c'est pour lutter contre le terrorisme et le crime en bande organisée, mais ce que les enquêtes ont montré, c'est qu'il est beaucoup plus utilisé pour cibler les militants des droits de l'homme, les leaders de l'opposition et les journalistes d'investigation. Et ce logiciel est très puissant, il peut entrer dans votre téléphone, il peut accéder à tout votre carnet d'adresses, il peut accéder à votre messagerie, même si elle est supposément protégée comme signal, il peut accéder à vos photos. Et d'après ces enquêtes, le Maroc aurait systématiquement utilisé ce logiciel contre des journalistes qui critiquaient le pouvoir. Et donc les enquêtes citent notamment les cas des journalistes Omar Radi, Taoufik Bouacharine et Hamid El Madawi. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Maroc n'aurait pas ciblé seulement des journalistes marocains, mais aussi des journalistes étrangers, notamment le français Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart, qui avait critiqué la répression policière au Maroc. Et ce lundi, eh bien, Edoui Plenel a affirmé qu'il allait déposer plainte contre le Maroc. Et alors Nicolas, 2 autres pays sont cités, il s'agit du Togo et du Rwanda. Oui, notamment donc le Togo, où ces 3 journalistes qui auraient été espionnés. Il s'agit de Ferdinand Ayité, Luc Abaki et Carlos Ketou. Il y avait déjà eu des révélations l'an dernier, mais le gouvernement avait refusé de commenter l'affaire. L'an dernier, c'était des opposants et des leaders religieux qui avaient été écoutés. Et ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils avaient critiqué la famille Gnassingbé, qui, on le sait, est au pouvoir depuis plus de 50 ans. Et ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est que pour être exporté hors d'Israël, il faut l'aval du ministère israélien de la Défense. Or, on sait que le Togo et Israël sont des alliés historiques. Par exemple, en 2017, le Togo est le seul pays africain qui soutient l'idée que Jérusalem est la capitale d'Israël. Il y a un autre allié africain d'Israël, c'est le Rwanda qui est mis en cause, même si le Rwanda dément utiliser ce logiciel. Alors ce soir, selon les enquêtes, eh bien, le Rwanda aurait écouté la fille de Paul Roussasé-Bagina, elle habite en Belgique. On a beaucoup parlé de Roussasé-Bagina dans cette émission, puisque c'est l'homme qui avait inspiré le film Hôtel Rwanda, mais qui est aujourd'hui accusé de terrorisme par Kigali. Et les militants des droits de l'homme sont un peu inquiets ce soir au Rwanda, parce que le Rwanda a souvent été accusé de tuer des opposants en exil. Le cas le plus connu, c'est Patrick Karegeya en Afrique du Sud en 2014 dans sa chambre d'hôtel. Le Rwanda n'a pas revendiqué cet assassinat, mais quelques jours après, le président Paul Kagame dit que la trahison a un prix. Et donc ce soir, les militants des droits de l'homme qui s'intéressent au Rwanda sont très inquiets. Quelle va être l'utilisation potentielle du Rwanda de ce logiciel ? Merci Nicolas. Et alors, vous en parliez, Nicolas, le journaliste et militant marocain Omar Radi, qui figure sur cette liste, espionné par le logiciel Pegasus. On apprend aujourd'hui qu'il a été condamné à 6 ans de prison dans une double affaire d'espionnage et de viol à l'issue de son procès en première instance. Les autorités marocaines, elle assure que la justice est indépendante et qu'il s'agit d'un procès de droit commun, rien à voir avec son travail de journaliste. Écoutez les réactions des parents d'Omar Radi au micro de France 24. Pour le verdict d'aujourd'hui, on s'attendait vraiment à ce genre de sentence. Le problème, c'est que
on avait à un certain moment espéré que ça va changer. Le dossier était vraiment vide, la défense il l'a vidé, il l'a explosé devant le juge. Mais voilà, ce n'est pas le juge qui a condamné Omar, mais c'est l'État qui a condamné Omar. On passe à l'Afrique du Sud où le procès de Jacob Zuma a repris ce lundi sous forme virtuelle pour éviter d'attiser de nouvelles violences une semaine après les émeutes qui ont ébranlé le pays, dont le nouveau bilan fait état de 215 morts, des pires émeutes qu'ait connues le pays depuis l'apartheid. Et ce procès de l'ancien président est distinct de celui pour lequel il est allé en prison. Les précisions avec notre correspondante Caroline Dumais. Pour ou contre le report du procès pour corruption de Jacob Zuma, c'était la grande question aujourd'hui à Pietermaritzburg. Vous savez que les avocats de Jacob Zuma avaient déjà reporté ce procès parce qu'ils récusent l'avocat de la partie civile. Ils le considèrent comme trop partial. Ils l'accusent notamment d'avoir divulgué des informations à la presse locale. Et bien voilà qu'ils veulent un report de plusieurs semaines parce que ce procès est virtuel. Et ils considèrent que leur client, en fait, a ses droits bafoués puisqu'il ne peut pas communiquer directement avec ses avocats. Ces arguments ont été balayés par l'accusation qui, eux, pensent que Jacob Zuma peut parfaitement communiquer par téléphone avec ses avocats, que c'est une tactique, un prétexte de plus pour repousser un procès qui aurait dû être fait il y a déjà près de 15 ans. Et vous savez, c'est cette affaire de vente d'armes qui date de 1999, où Jacob Zuma est accusé d'avoir empoché plus de 200 000 euros auprès de la société française Thales. Le parquet veut absolument que la justice poursuive son cours et ils ont même précisé qu'il n'était pas normal de faire une exception pour l'ancien président Jacob Zuma. Aujourd'hui, en raison de la pandémie de Covid-19, tous les procès sont virtuels. Voilà, eh bien, le juge va devoir trancher. On aura la réponse demain matin à 10h, heure locale. Un convoi transportant de l'aide humanitaire à destination du Tigré a été attaqué ce dimanche. Une région en proie à la guerre et à la famine. En effet, 10 véhicules du Programme alimentaire mondial ont été attaqués à environ 115 km de la ville de Semera. L'agence de presse officielle éthiopienne accuse les rebelles du TPLF de bloquer l'aide humanitaire, ce que ces derniers nient fermement. Et un responsable de l'ONU a affirmé en juillet devant le Conseil de sécurité que la famine touche désormais 400 000 personnes au Tigré. Et on reste en Éthiopie où le plus grand barrage d'Afrique dit de la Renaissance est prêt à produire de l'électricité après le succès de la seconde phase de remplissage. Construit par les Éthiopiens, ce barrage est une source de discorde avec ses pays voisins, dont l'Égypte et le Soudan. Florent Rodeau et Cédric Ferreira. Le Nil, plus qu'un fleuve, une ligne de vie pour des centaines de millions de personnes, devenue l'objet d'une intense bataille diplomatique entre trois pays. Voici le projet qui cristallise toutes les tensions, le grand barrage de la Renaissance. Il y a 10 ans, la première pierre est posée à Gouba, au nord-ouest de l'Éthiopie. 145 mètres de haut, une capacité de 74 milliards de mètres cubes d'eau, la future plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, montant 5 milliards de dollars. Une immense source de fierté pour Addis Abeba, mais déjà les premiers désaccords, car le réservoir puise dans le Nil bleu, le principal affluent du Nil, dont l'Égypte et le Soudan dépendent presque entièrement. Approvisionnement en eau potable, irrigation indispensable à l'agriculture. Pour le Carré Khartoum, c'est une question de survie. Le président égyptien va jusqu'à évoquer une instabilité inimaginable si une seule goutte d'eau était prélevée sur l'Égypte. Pas encore une déclaration de guerre, mais presque. Il faut dire que depuis 4 ans, les négociations sont au point mort. À quelle vitesse remplir le réservoir? Comment le réapprovisionner chaque année? Ou encore, quelle quantité d'eau libérer en cas de sécheresse majeure? Sur toutes ces questions, les avis divergent. Plus le remplissage du réservoir est long, moins il y a d'impact sur le niveau du fleuve. L'Égypte propose de le faire en 10 ans, mais l'Éthiopie veut aller plus vite et le faire en 6 ans. Sans attendre un accord avec ses voisins, Addis Abeba a procédé à la deuxième phase de remplissage du barrage, annonce faite ce lundi par un responsable éthiopien.
Autre source de crispation, le Soudan et l'Égypte veulent des médiateurs tels que l'ONU et l'Union africaine. L'Éthiopie, elle, préfère une négociation directe entre nations. Au Cameroun, une centaine de combattants de Boko Haram se sont rendus aux autorités après la mort de leur chef, Abubakar Shekau. Ce dernier avait été tué en mai dernier dans les combats avec le groupe rival État islamique en Afrique de l'Ouest. Les précisions de notre correspondant Marcel Amoko. Au total, plus d'une centaine d'ex-combattants de la secte djihadiste Boko Haram ont ainsi déposé les armes depuis la mort de leur chef, Abubakar Shekau, en mai dernier. Des ex-combattants de Boko Haram poussés vers le Cameroun voisin à partir du Nigeria par l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui semble avoir renoncé aux attaques contre les populations civiles, mais multiplie les incursions contre les militaires et leurs bases, selon une source sécuritaire camerounaise que nous avons pu joindre dans la région de l'extrême nord du pays. Un changement de doctrine et de stratégie voulue par Al-Barmawi, le chef de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui a longtemps reproché à son rival Abubakar Shekau de perpétrer des exactions et des atrocités contre les populations civiles. Après leur reddition, les ex-combattants de la secte Boko Haram sont remis à la force multinationale mixte basée dans la région de l'extrême nord du Cameroun, puis intégrés dans le programme DDR, désarmement, démobilisation et réintégration, un programme lancé par les autorités camerounaises en 2018. La Tunisie fait face depuis le mois de juin à une vague épidémique sans précédent et meurtrière. Dans la ville d'Ariana, les fêtes de l'Aïd ont un goût amer. Les habitants n'ont pas le cœur à la fête et l'effervescence habituelle n'est pas au rendez-vous. Les professionnels de santé espèrent que la prudence sera de mise au sein des familles et que ces quelques jours de fête ne vont pas provoquer davantage de contamination. Reportage de Karim Yahyaoui, Claire Pacalin et Mohamed Farad. Ce terrain vague dans la ville d'Ariana est habituellement rempli de moutons destinés au sacrifice de l'Aïd. Cet après-midi, une poignée de bêtes et des vendeurs qui attendent les clients de dernière minute. Évidemment, on fête l'Aïd, on aiguise les couteaux et le charbon est prêt pour le méchoui. Mais pour beaucoup de Tunisiens, cette année, le cœur n'y est pas. Je vous avoue, au début, je ne voulais pas trop fêter l'Aïd, mais mes amis m'ont fait cadeau d'un mouton pour mon fils. Voilà pourquoi je suis venue chercher un peu de foin. D'habitude, je vais voir ma famille, mais les déplacements entre les régions sont interdits. On a comme un goût d'inachevé. Je ne vais pas vous mentir, on fait les courses par habitude. On n'a pas goût à ça. Quand tu vois les Tunisiens qui meurent, les Tunisiens qui jonchent les hôpitaux. L'Organisation mondiale de la santé s'est dite inquiète du manque de respect des gestes barrières et d'une recrudescence des contaminations pendant les fêtes de l'Aïd. Une inquiétude partagée par un médecin de l'hôpital Abderrahmane Mami, un hôpital qui tourne à 300% de ses capacités. L'Aïd fait peur, c'est un moment où les gens se retrouvent, ça favorise la contamination. Nous sommes dans une phase épidémique extrêmement sévère. Les hôpitaux sont pleins, on manque de lits et il y a une pénurie d'oxygène. Les autorités tunisiennes espèrent que le pic de la 4e vague sera bientôt franchi. Quant aux soignants, ils veulent croire que les efforts inhumains qu'ils ont fournis pour faire face au Covid ne seront pas balayés par des contaminations en hausse pendant les fêtes de l'Aïd. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et en particulier à tous nos spectateurs aux Antilles et une pensée particulière pour la Guadeloupe. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.